Je Donc vous moi, c'est confirme en voyant Carmen. votre écran. Oui. Pardon. Je suis responsable du recrutement du coup dans la société Be Engineering. Donc en quelques mots, on est une société de conseil opérationnel en ingénierie. Donc nous, on va recruter des ingénieurs, on appelle ingénieurs consultants, pour travailler ensuite au sein de nos clients partenaires industriels, au sein de leurs locaux, directement sur site, dans 3 grands secteurs d'activité, donc l'industrie de l'énergie et des procédés, les infrastructures et l'industrie des transports. Voilà. Et moi, pour le coup, ça fait un petit peu plus de 5 ans maintenant que je suis chez Be. Voilà. Pour ma part, moi, je suis Agnès Noléo, je suis chargée de recrutement et de relations écoles au sein de l'entreprise Alpe Control, dont le siège social est basé à Annecy, mais on est présent un peu partout en France. Et donc, mon rôle, c'est auparavant, ça fait 1 an que je suis dans l'entreprise, et auparavant, je faisais du recrutement, on va dire, pur et dur. Et maintenant, j'ai plutôt une facette relations écoles. Donc, dans ce rôle-là, j'échange avec les écoles pour proposer des événements qu'on peut réaliser auprès des écoles, auprès des étudiants et des étudiantes, d'où ma présence aujourd'hui ici. Alpe Control, c'est une entreprise qui fait majoritairement du contrôle technique de construction. Je pense que c'est pas forcément quelque chose qui est connu par le commun des mortels, si je peux le dire. En fait, ce sont des ingénieurs qui vont se rendre sur des chantiers pour vérifier que les établissements qui vont être créés ou réhabilités respectent bien un certain nombre de normes et de réglementations. Donc voilà, on a vraiment un aspect sécuritaire en tous les cas et réglementaire. Voilà pour ma part. Donc, on va vous présenter, on va vous présenter donc un petit peu ce qu'on a pu vous préparer. On aura une première partie qui sera assez focus sur le CV et une seconde partie qui est plutôt focus sur la lettre de motivation. Et du coup, on peut commencer, Oui, Caroline. je vais commencer du coup sur la partie, CV. Donc déjà, l'idée, c'était que on puisse notamment vous donner des conseils qui paraissent assez classiques, mais qui sont en réalité quand même assez importants. On va dire, mis de petits exemples de CV, alors avec un grand oui et un grand non. Pour nous, en tout cas avec Agnès, en tant que recruteur, des CV, on en voit tous les jours. Il faut savoir on passe quand même très peu de temps dessus. À force, effectivement, l'œil s'oriente. Donc, c'est important d'avoir des choses, déjà des petits tips qui sont importants quand on met son CV pour trouver un emploi. Donc, déjà, c'est d'être attractif. Il faut savoir que 80% du coup des recruteurs apprécient la couleur sur un CV. Donc, comme disait Agnès tout à l'heure, effectivement, ça dépend. Ça va dépendre. Il y en aura qui aimeront les couleurs un petit peu vives, d'autres qui préféreront des couleurs un petit peu plus neutres. Mais c'est vrai qu'en général, entre un CV sans couleur, voilà, en noir et blanc, et un CV avec un petit peu plus de couleurs, ça fait la différence. Et 39% des recruteurs pensent qu'un CV trop long, donc on considère que trop long, c'est 2 pages. À partir de 2 pages, ça peut être un critère de refus pour un emploi. Concrètement, normalement, en fonction de votre expérience, donc normalement vous êtes jeune diplômé, ça peut tenir sur 1 page. Donc il suffit d'être concise. Pour ça, nos conseils, c'est de ne pas utiliser du coup des polices trop fantaisistes. L'idée, c'est de rester classique. Et puis en plus, en général, les polices fantaisistes, c'est quelque chose qui prend de la place aussi sur un CV. Pardon. Si vous voulez utiliser une photo, parce que c'est pas quelque chose qui est obligatoire, mais si vous souhaitez le faire, l'idée c'est qu'il y ait un rendu professionnel. Évitez les photos, avec des filtres ou ce genre de choses, ou des photos où vous êtes en vacances, voilà. Essayez de rester professionnel, un petit peu comme une photo LinkedIn finalement, c'est toujours mieux. Privilégier aussi un format PDF, un format Word. C'est vrai que nous, on reçoit aussi pas mal de formats comme ça, texte, du coup Word, qui peuvent en fait dénaturer un petit peu la forme que vous aviez souhaité mettre sur votre CV. Ça va se décaler, nous, ça va nous empêcher d'avoir une lecture qui soit fluide. Donc, préférez un format PDF pour figer un petit peu ce que vous avez pu faire. Aussi, ce qui nous paraissait important, c'était de vous conseiller du coup d'opter pour des tirets et des mots-clés. Nous, en tant que recruteuse, on va sélectionner vos CV sur les plateformes grâce à des mots-clés qu'on va taper. Donc ça, c'est des choses que les candidates ne savent pas forcément, c'est les secrets des recruteurs. On va taper des mots-clés. Donc effectivement, si vous recherchez un poste, par exemple, d'ingénieur en génie mécanique ou d'ingénieur en construction, l'idée, c'est d'opter pour des tirets et des mots-clés qui sont en rapport avec le poste que vous recherchez pour que nous, derrière, on puisse tomber sur votre CV, quoi. Donc, pensez bien à ça plutôt que, on va dire, des phrases longues, ce genre de choses sur ce que vous avez pu faire. On préfère les tirets qui permettent d'être plus synthétiques. Et effectivement, pensez au fait que le CV puisse être imprimé, donc notamment dans les couleurs. Optez pour des choses qui peuvent en tout cas être lisibles à l'impression du CV.
Alors, ça fait peut-être un petit peu archaïque de dire qu'on imprime encore les CV, mais effectivement, ça arrive encore pour des questions d'archivage, ce genre de choses. Nous aussi, on fonctionne encore avec du papier, alors de moins en moins, hein, mais ça arrive. Donc, c'est important de penser à cela et de faire des tests en amont. Voilà ce que j'avais à dire, du coup, premièrement, sur la partie être attractive. Pardon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, hein. Il faut savoir aussi qu'en moyenne, les recruteurs passent 40 secondes à lire un CV. Alors ça reste une moyenne, 40 secondes, si le CV est intéressant, ça me paraît un peu court. Je ne sais pas de ton côté, Caroline, ce que tu en penses, mais 40 secondes, c'est assez court. Ça peut même être moins si on se rend compte que le poste, que le CV n'a pas de lien avec le poste. Donc c'est pour ça que lorsque vous réalisez votre CV, pensez déjà chronologie, c'est-à-dire pensez bien à mettre les dates de vos diplômes et de vos expériences. Souvent, on n'a pas de date, du coup, c'est un peu compliqué de savoir, enfin souvent, ça arrive de temps en temps, pas toujours, hein. Souvent, on n'a pas les dates et c'est un petit peu compliqué de savoir en fait quel est votre niveau d'expérience. Donc, pensez bien à mettre les dates, les durées aussi de vos contrats. Par exemple, il arrive que des personnes mettent, par exemple, qu'elles ont réalisé un emploi entre 2012 et 2013, mais comment on peut savoir si c'est décembre 2012 à janvier 2013 ou si c'est janvier 2012 jusqu'à décembre 2013. Donc, pensez bien à mettre les durées quand les dates sont assez courtes. Si, par exemple, vous avez une expérience entre 2015 et 2020, les mois vont plus vraiment changer grand-chose en tous les cas. Aussi, soyez précise aussi quand vous indiquez vos expériences. Indiquez bien le type de contrat. Admettons que vous ayez plusieurs expériences qui se succèdent. Pour nous, c'est aussi important de savoir est-ce que c'était plutôt de l'intérim. Si c'est de l'intérim, on comprend aisément que vous changiez assez souvent de poste. Si par exemple vous avez enchaîné des stages aussi, donc mettez bien aussi que ce sont des stages ou des alternances, ça nous permet aussi un peu de comprendre un peu le cheminement. Parce que si vous avez par exemple 5 CDI qui ont duré 2 mois, on va peut-être se poser des questions aussi. Donc réfléchissez bien en fait à la manière dont vous exposez vos expériences. Par rapport au titre de CV, donc comme je le disais tout à l'heure, choisissez un titre de CV qui soit adéquat avec ce que vous recherchez. Ça nous permet aussi de savoir si vous êtes plutôt en lien avec le poste pour lequel on a un besoin. Il nous arrive des fois de recevoir des personnes qui n'ont pas du tout le bon profil et on se demande en fait est-ce qu'elles ont bien lu l'annonce ou pas. Et le fait de mettre un titre dedans, on peut se dire bah, c'est peut-être un profil en reconversion finalement, donc n'hésitez pas vraiment à mettre le titre. Donc soit le poste que vous visez, soit le domaine que vous visez. Ça peut nous aider dans la lecture du CV. Vous pouvez aussi mettre un résumé de profil, ça fonctionne assez bien. Le résumé de profil peut vous aider à vous mettre soit en valeur, soit à vous vendre, pas survendre bien entendu. Et ça permet aussi peut-être d'expliquer des fois une reconversion, ce genre de choses. Donc utilisez le résumé pour bien démontrer ce que vous recherchez actuellement. Par rapport aux coordonnées, je pense que Caroline, tu as aussi des anecdotes à ce sujet. Il nous arrive des fois d'avoir des CV où on n'a pas de numéro de téléphone ou alors dans lesquels il y a des erreurs dans les adresses email. Donc pensez bien à vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur, que ce soit une erreur de typographie ou que ce soit une erreur, par exemple, vous avez changé de numéro de téléphone, pensez bien à le mettre à jour. Et puis, dans les coordonnées aussi, pensez bien à mettre votre mobilité. Si par exemple vous habitez à Paris, que vous postulez à Toulouse, ça peut être intéressant de dire bah, j'habite à Paris, mais je cherche un poste dans les régions du Sud. Enfin, mettez vraiment les endroits où vous seriez prêt à déménager. Ça nous permet aussi, dans certains cas, on n'a pas forcément de poste à l'endroit donné, mais si vous avez indiqué plusieurs mobilités, on peut se dire bah, voilà, on va vous recontacter pour un poste qui est dans une autre région. Ensuite, par rapport au nom de famille et au prénom, il arrive que des personnes aient des noms de famille qui soient des prénoms. Par exemple, si vous appelez, Jacques Martin, la petite astuce, ça pourrait être, plutôt, je vais dire, je vais trouver Jacqueline Martine plutôt. Mettez bien votre nom de famille en majuscule, ça nous permet aussi de savoir quel est votre nom de famille. Des fois, quand on envoie des mails, on ne sait pas trop si votre prénom c'est Jacqueline ou Martine, donc mettez bien en majuscule. Et des fois, il y a des prénoms et des noms de famille qui ne sont pas forcément très courants pour le recruteur qui va lire votre CV, donc mettez bien en majuscule votre nom de famille. Ça peut nous aider.
Ensuite, par rapport à vos compétences, n'hésitez pas à les ajouter, que ce soit les logiciels, les langues. Ça peut toujours nous être utile par rapport aux langues. Si, par exemple, on travaille sur un marché à l'étranger, par exemple, si vous pratiquez le chinois ou vous avez quelques connaissances, on ne sait jamais, ça peut être utile pour le poste. Vous pouvez mettre aussi ce qu'on appelle les soft skills. Ça va être des compétences que vous avez, par exemple, si vous avez des capacités, pour animer une conférence, ce genre de choses, mettez-les, puisqu'une fois de plus, ça peut être utile pour le poste. Le permis de conduire aussi, ça peut être important. Par exemple, chez Alpe Control, il est important d'avoir le permis puisqu'en fait, on va se rendre sur, différents chantiers. Donc si, les personnes n'ont pas le permis, ça va être compliqué. C'est pas impossible, mais selon le degré de mobilité à avoir, ça peut être important. Et donc, pour vous aider aussi dans la façon de réaliser votre CV, sachez que les recruteurs passent à peu près 46 de leur temps à exploiter les compétences, à les analyser, les expériences, analyser les expériences, 26 sur les compétences et 18 sur la formation. Alors, comme vous êtes étudiante et plutôt jeune, alors on sait que vous n'avez pas forcément énormément d'expérience professionnelle, mais ce n'est pas un souci. On va se concentrer justement sur vos formations. Donc, dans vos formations, vous pouvez un petit peu détailler, dire quels cours vous avez pu avoir. Si vous avez eu des projets, des projets étudiants, n'hésitez pas aussi à expliquer ce que vous avez pu faire. Ça peut compter, entre guillemets, comme un substitut d'expérience, on va dire. Voilà, pour ma part. Et c'est vrai qu'il y a des étudiantes aussi qui se posent la question, mais voilà, moi j'ai fait des jobs étudiants, mais ça n'a pas forcément de lien avec le domaine. N'hésitez pas à les mettre si vous n'avez pas beaucoup d'expérience. Ça peut nous montrer que vous avez développé certaines compétences en tous les cas. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Et donc, du coup, maintenant, on va passer plutôt à la partie lettre de motivation. Donc, Caroline, je te laisse la main. Oui. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions aussi, à nous les faire parvenir. Il y a quelques petites questions justement Oui, pour rester super. sur ce sujet. Faut-il mettre en avant les expériences ou la formation? Alors, grande question, effectivement. Alors, comme le disait Agnès juste avant, c'est vrai qu'on va passer quand même plus de temps sur les expériences, parce que c'est ça qui va nous intéresser. Après, je sais que nous, en tout cas chez BN Engineering, on est intéressé aussi par la formation, l'école d'ingénieur ou le master qui a été réalisé. C'est important pour nous aussi de nous dire, voilà, cette personne a fait telle école, elle a suivi telle et telle formation. C'est quelque chose qui peut être important. Après, moi, je considère, alors Agnès, tu me diras comment ça se passe chez Alcontrol, mais je considère que les expériences, c'est quand même ce qu'on va regarder en premier et c'est ce qui nous intéresse le plus. Et d'où l'importance qu'elles soient quand même bien détaillées, sous forme de tiret et qu'on sache vraiment ce qui a été réalisé en fait, plus qu'effectivement une formation ou un projet. Nous, c'est vraiment quand même l'expérience. Alors, comme le disait Agnès, le job d'été, le stage, l'alternance, si jamais il y a eu l'alternance, c'est ça qu'on va vraiment regarder en premier, en tout cas sur un CV. Si je devais ajouter une nuance aussi, Caroline, tu me diras aussi de ton côté comment ça se passe. Quand vous êtes étudiante, on sait que vous avez moins d'expérience qu'un profil confirmé. Donc, vous pouvez peut-être commencer votre CV en fait en mettant d'abord en avant vos formations. Et donc, comme je disais, peut-être en détaillant, voilà, j'ai suivi tel cursus, etc. Et pour les profils confirmés, on s'attendra à ce qu'ils mettent plutôt en avant d'abord leur expérience. Je ne sais pas si tu partages mon avis. Alors, effectivement, comme je le disais, je pense que ça dépend. Il n'y a pas de bonne ou de, C'est ça. il y a pas de Aussi. bonne ou de mauvaise chose. Mais effectivement, nous, en tout cas, chez BIS, ce qu'on va regarder, c'est quand même l'expérience, même si elle est de 2 mois ou de 3 mois. Hein, vraiment pas d'inquiétude sur ça. Ça ne veut pas dire que voilà, votre CV vaut moins que quelqu'un qui a 10 ans d'expérience. Pas du tout, sachant qu'on recrute principalement des jeunes diplômés. Mais effectivement, on constate que les personnes qui ont un petit peu plus d'expérience vont mettre en premier l'expérience qu'ils ont pu avoir et puis ensuite la formation qui date forcément un petit peu plus, c'était il y a un petit peu plus longtemps, donc c'est aussi peut-être moins frais dans les esprits. Donc là, effectivement, tant que vous savez encore un petit peu tout ce que vous avez pu faire, quel cursus vous avez pris, c'est vrai que vous pouvez commencer par l'un ou l'autre. J'ai d'autres questions qui arrivent, mais comme c'est sur le sujet, autant creuser. Alors, de Jennifer, bonjour. En tant que jeune diplômée, on m'a très souvent conseillé de ne pas mettre stage ou stagiaire pour valoriser mes expériences. Qu'en pensez-vous? Comme vous nous avez dit, d'indiquer les contrats, c'est-à-dire quand vous conseillez effectivement d'indiquer si c'était un CDI, CDD ou stage, etc.
Je te laisse répondre, Agnès, si tu veux. Je prends le relais. Oui, mais en fait, le tout, c'est de comprendre pourquoi on vous a conseillé de pas mettre stage et stagiaire. Mm. Après, comme dit, en fait, les recruteurs, on a tous notre manière un peu de voir les choses et d'analyser les choses. Après, je pense qu'on comprend assez vite, finalement, que c'était un stage que vous avez réalisé. On le voit, en fait, on voit, en fait, vos formations, donc on se doute que c'est un stage. Donc je pense que, enfin, à mon sens, c'est pas forcément gênant de mettre stagiaire. Après, je sais pas ce que tu en penses, Caroline? Je suis totalement d'accord. Pour moi, au contraire, c'est quand même valorisant. Notamment, alors je prends l'exemple de 2020, quand ça a été Ouais. compliqué de trouver un stage. Quand on voit qu'il y a un stage en 2020 qui a été trouvé, on en parle en fait en entretien. On se dit, bah, c'est quand même bien, la personne s'est accrochée, elle a trouvé son stage. En plus, quand on cherche un emploi en tant que jeune diplômé, c'est quand même notre expérience significative, hein, c'est le stage. Donc moi, effectivement, comme dit Agnès, j'aimerais comprendre pourquoi on vous a dit de ne pas l'indiquer, parce que dans tous les cas, dans les études d'ingénieur, il y a plusieurs stages du coup, hein, stage ouvrier, ensuite stage de technicien et puis le stage de fin d'études. Donc l'idée, c'est de mettre ça enfin, selon moi, de mettre ça en valeur. Il faut savoir aussi que, alors là, c'est dans une suite, mais dans certaines entreprises, en fonction effectivement du stage ou de l'alternance que vous avez pu faire, le mode de rémunération n'est pas le même. Donc c'est important aussi de préciser si vous avez un contrat pro, si vous avez eu un stage, ou alors si c'était effectivement un CDD, un CDI, de l'intérim. Pour nous, c'est important, comme a pu le dire Agnès tout à l'heure. Si vous changez plusieurs fois de poste et qu'effectivement vous avez mis que c'était de l'intérim, on comprendra pourquoi. En revanche, si effectivement c'est des CDI, bah voilà, c'est des choses on peut aborder en entretien. Par contre, moi, je vois aucun problème à parler de vos stages. Au contraire, pour moi, c'est quand même très important, quoi. Mm. Une dernière question sur, en cas de reconversion, mettre en avant compétences soft skills ou bien rester classique sur des mots-clés, résultats, description des tâches, responsabilités? C'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. Pour moi, dans tous les cas, ce qui est important, c'est aussi le titre et le poste visé. Donc là, pour le coup, rester bien en cohérence avec ce qu'on recherche. Et là, ça va être plutôt de détailler. Ouais, ça peut être des soft skills. Ça peut être des soft skills parce qu'on remarque que même en reconversion, des soft skills qu'on a appris pendant une expérience antérieure peuvent très très bien se retrouver dans le poste qu'on va rechercher actuellement. Donc pour moi, ça serait plus effectivement soft skills. Par contre, je reste convaincue que c'est quand même très important de mettre des mots-clés, de mettre des tirets et d'expliquer un petit peu tout ce qu'on a fait. Et surtout, surtout, même si on est en reconversion, de garder en tête que chaque expérience est valorisable, vraiment. Chaque expérience est valorisable en entretien, même si, par exemple, on veut devenir ingénieur en génie civil et qu'on n'a jamais vu ça de notre vie, c'est pas grave en fait. Il faudra se servir des expériences précédentes et dire, bah voilà, pendant ces expériences, pardon, que j'ai appris, donc en termes de compétences humaines et techniques. Et voilà ce que ça va pouvoir m'apporter, ce que ça peut m'apporter aujourd'hui dans ma nouvelle recherche. Je le tournerai un petit peu comme ça. Et justement pour des fois expliquer un peu vos reconversions professionnelles, c'est pas forcément, évident de le faire, sur un CV. Donc l'idée, ça peut être d'accompagner, votre CV d'une lettre de motivation qui explique bien, pourquoi, pourquoi vous partez de votre métier précédent, ce qui vous a plu dans votre métier précédent ou ce qui ne vous plaît plus aujourd'hui et d'expliquer, ce que vous recherchez aujourd'hui et pour quelles raisons vous êtes tourné vers ce métier-là. Très bonne transition. C'est ça. Donc par rapport à la lettre de motivation, Caroline, je te laisse Ouais. présenter peut-être ce qu'on peut faire justement dans la lettre de motivation. Tout à fait. Donc, on vous a mis une partie à faire et une partie un petit peu à ne pas faire. Alors, ce n'est pas des leçons, hein, c'est vraiment des conseils. Il faut savoir qu'on est déjà parti d'un postulat avec Agnès, c'est que, alors, on va vous donner des conseils sur la lettre de motivation. En revanche, sachez que c'est quelque chose qui tend à disparaître dans certaines entreprises. Même le CV. J'ai vu certaines entreprises où Oui. effectivement, on faisait son CV, voilà, on se présentait en vidéo, ce genre de choses. Donc, on va vous donner des conseils parce qu'il y a certaines entreprises qui le demandent encore et qui continueront à le demander. Mais sachez que ce n'est pas le cas de toutes les entreprises et que parfois, ça ne sera pas obligatoire. Donc, Par les exemple, choses à... chez Be Pardon. Engineering, est-ce que la lettre de motivation, elle est Non, obligatoire? non, du tout, Non. du tout. Elle est plus du tout obligatoire, même pour les postes, on va dire, avec une partie management, des postes un petit peu dans la hiérarchie. Plus du tout obligatoire. La lettre de motivation, pour nous, ce qui va nous intéresser, ça va être la façon d'être et la façon de défendre un petit peu son CV et son profil en entretien.
Comme je disais à Agnès l'autre jour quand on préparait cet atelier, c'était effectivement plutôt que de mettre sur un CV qu'on est dynamique et dans une lettre de motivation qu'on est motivé, bah, faut le prouver en entretien. Et garder ça en tête, c'est vraiment ça qui est important, c'est la réalité en fait de l'échange après. Mais il reste effectivement des entreprises où ça reste quelque chose d'important, qui est un peu ancré, quoi. Bah, de notre côté, chez Alpe Control, c'est un peu la même chose, c'est pas obligatoire, mais ça peut être utile pour expliquer, certaines choses. Mais donc je te laisse, prendre la suite. Tout à fait. Donc, à faire, déjà, présenter votre projet professionnel, vos motivations, votre personnalité. Donc, en fait, c'est ça qui va vraiment, quitte à faire une lettre de motivation, autant qu'elle soit différente, voilà, un petit peu des autres, et qu'elle montre vraiment qui vous êtes et pourquoi aujourd'hui vous voulez rejoindre cette entreprise. Donc, votre projet professionnel, donc par exemple, dans le cadre d'une reconversion, c'est aussi bah, l'occasion de pouvoir expliquer pourquoi aujourd'hui on souhaite tel ou tel poste, arriver à tel ou tel poste, qu'est-ce qui nous a donné envie dans notre parcours d'arriver là. Personnaliser la lettre selon l'entreprise à laquelle elle est envoyée. Donc, j'en ai reçu, je pense qu'Agnès aussi, où effectivement, il y avait des petites erreurs, hein, voilà, où on envoie une lettre de motivation et puis on oublie de changer l'entreprise, le nom de l'entreprise, ou il m'est arrivé aussi d'avoir nom d'entreprise en majuscule et ça n'avait pas été changé. Donc voilà, c'est des petites choses qui font sourire en général, mais pensez bien à axer sur l'entreprise, c'est important. Montrer que vous avez compris aussi les missions du poste, les valeurs de l'entreprise. Ça, c'est très simple, hein. Il suffit d'aller faire un tour sur les réseaux, sur LinkedIn, sur l'entreprise, regarder un petit peu comment elle communique, s'imprégner un petit peu de l'entité, de l'image, d'aller faire un tour sur le site internet. Voilà, ça prend vraiment pas beaucoup de temps et ça rajoute quelque chose en plus. Et on se dit, bah, voilà, la personne a pris quand même la peine d'aller se renseigner un petit peu. Mettez en avant les informations, bah voilà, de toute façon, ce que je viens de dire, les informations récoltées sur l'entreprise et le poste aussi, donc que ce ne soit pas en décalage. Montrez comment vous pensez mettre à profit vos compétences pour le poste. Donc là, c'est important de dire, bah voilà, pendant mes différentes expériences, voilà ce que j'ai appris, donc en termes techniques et en termes humains, hein, donc de savoir-être, et voilà comment ça pourrait vous servir si effectivement je pouvais intégrer votre entreprise. Un petit peu l'idée. Vous pouvez aussi voilà, expliquer une mobilité géographique, un changement de domaine, de secteur d'activité ou une autre situation. C'est l'occasion d'en parler pendant la lettre de motivation, puisque le CV, pour le coup, est un peu court, surtout si ça doit tenir sur une page. Donc, ça peut être dans la lettre de motivation et puis encore mieux en entretien. Et remarque, effectivement, c'est quelque chose d'assez classique, mais qui est important à garder en tête. Souvent, la lettre de motivation prend la tournure suivante. Donc, vous, donc l'entreprise, on parle d'abord de l'entreprise. Moi, donc la candidate, je parle de moi, de mes expériences, de ma personnalité. Et nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Donc, si vous me recrutez, voilà ce qu'on pourrait faire et voilà comment ça va se passer. C'est un petit peu l'idée. Vous, moi, nous, à garder en tête. Est-ce qu'il y a des questions, du coup? Oui, il y a une question de Marine Berthaud. Bonjour, je suis en première année d'ingénieur en recherche de stage et les responsables entreprises de mon école recommandent de mettre le plus de choses possible dans la catégorie expérience pro du CV, comme une position de délégué de classe ou la représentation de l'école lors de forums, salons étudiants. Pensez-vous que cela soit judicieux? Oui, Du coup, c'était une oui, tout à question qui fait. arrive juste après. Effectivement, c'était peut-être un petit peu en amont, mais elle arrive maintenant. Il n'y a pas de souci. Moi, je pense que c'est important, comme on le disait tout à l'heure, quand on a peu d'expérience ou qu'on commence vraiment à, à occuper des postes de stagiaire, ce genre de choses, c'est tout à fait important de le mettre si on fait partie d'un BDE, si on fait partie d'une junior entreprise, si on se déplace les week-ends pour effectivement faire la promotion de l'école en forum. Tout ça, c'est des choses qui aussi sont des traits de personnalité, en fait, qui reflètent des traits de personnalité et qui sont effectivement, qui peuvent être importants à mettre dans les expériences, tout à fait. Et puis même quand on échange avec des étudiantes, par exemple, qui ont ce genre d'expérience, d'expérience d'école, on se rend compte des fois qu'il y a quand même une différence, après ça dépend de chacun, mais on se rend compte que leur posture des fois est bien plus professionnelle ou elles ont l'habitude de gérer certaines situations. Donc, effectivement, ça nous permet de comprendre que vous avez pu acquérir des compétences, particulières. Donc, faut vraiment pas hésiter à le mettre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas pour l'instant, mesdames. D'accord. Je vous tiens informés au fil de l'eau. D'accord. Merci beaucoup.
par rapport à ce qu'on vous recommande de ne pas faire, alors après c'est notre avis, hein, c'est le fait d'utiliser la langue de bois. Ça nous arrive de recevoir, quand on reçoit des lettres de motivation, on a l'impression que la personne a été forcée à la rédiger. Donc je pense que le réflexe, c'est de rechercher sur Google modèle, lettre de motivation. Sauf que l'inconvénient de ces modèles, c'est que souvent ça utilise des tournures de phrases qui sont vraiment très compliquées, très complexes et à lire, c'est pas forcément agréable. En fait, on n'en apprend pas grand-chose à part, lire des choses qu'on a lues, maintes et maintes fois. Donc pensez bien, à plutôt, personnaliser vos lettres, et plutôt mettre votre personnalité dans la lettre. Ça évitera justement d'avoir un peu trop de langue de bois. N'abusez pas non plus des formules de politesse qui alourdissent vraiment, la lecture de la lettre de motivation. Et donc ce qu'on vous recommande aussi des fois, c'est de ne pas aller au-delà d'une page, sauf si vraiment vous l'avez personnalisé, vous expliquez bien vos expériences, que c'est intéressant à lire, sinon n'allez pas au-delà de cela. Et moi ce qu'on peut vous conseiller aussi, c'est de l'envoyer, seulement si elle est obligatoire. Hem Et dans ce cas-là, bah, vous l'envoyez, hein, comme vous le pouvez. Sinon, si elle n'est pas obligatoire, ne l'envoyez pas si elle n'a pas de valeur ajoutée, puisqu'en fait, elle peut au contraire vous desservir. Si vous écrivez une lettre de motivation alors que de un, elle n'est pas obligatoire et que de 2, elle est vraiment trop lourde à lire, trop complexe, trop de jargon, enfin trop de formules de politesse, ça va plutôt desservir votre profil. Donc, abstenez-vous si elle n'est pas personnalisée. Et donc notre conseil, finalement, ce serait d'exprimer, démontrer en entretien votre motivation. Si vous ne l'avez pas fait sur votre lettre de motivation, c'est plutôt ça qui va faire la différence, plutôt que d'avoir une lettre bien rédigée et finalement en entretien, vous n'aurez pas vraiment à démontrer votre motivation. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut vous donner comme conseil. Est-ce qu'il y a d'autres, questions? Pas pour le moment. C'est peut-être le moment justement d'en poser. Oui. Ouais, c'est le temps un peu. Ouais. Ah, ça y est, ça arrive. Alors, merci. Autre question, cette fois sur les lettres. Que dire dans la partie vous, entreprise, quand la lettre est générale et ne vise pas d'entreprise en particulier? Alors justement, l'idée, c'était de personnaliser la lettre de motivation justement auprès de l'entreprise auquel vous postulez. C'est important de justement mettre deux, trois phrases, deux, trois lignes, on va dire, sur l'entreprise en fait. De dire, voilà, j'ai remarqué que telle entreprise, vous me plaidiez pour telle raison, parce que si on postule quand même dans une entreprise, c'est qu'on a envie de la rejoindre. Alors je peux comprendre, moi aussi, je suis passée par les 500 candidatures envoyées, voilà, sans réponse. On se dit, au bout d'un moment, je vais élargir un petit peu mon scope d'activité. Mais dans une recherche d'emploi, je pense qu'on n'est pas sur. En tout cas, aujourd'hui, on est dans un marché qui est quand même assez dynamique. Vous avez aussi la chance de pouvoir choisir l'entreprise qui vous plaît. Donc, je pense que c'est quand même important, si vous faites une lettre de motivation, de l'axer et de la personnaliser auprès de l'entreprise auquel vous postulez. Un exemple de choses qu'on peut mettre dans le premier paragraphe quand on vise une entreprise, c'est dire, «J'ai vu sur, LinkedIn, par exemple, que vous travailliez sur tel projet» ou «J'ai vu sur votre site que vous faisiez ceci» ou «J'ai vu sur votre site que vous aviez telle et telle valeur, Mm. j'ai vu sur votre site que vous proposiez telle formation» et cetera. C'est déjà des choses qui vont mettre un peu la puce à l'oreille aux recruteurs et se dire: «Ah, voilà une personne qui s'est renseignée sur notre entreprise et qui a vraiment envie de nous rejoindre». Alors, Marine précise sa question. En fait, elle disait, par exemple, l'exemple était celui d'aujourd'hui. Donc, par exemple, pour les forums ou des plateformes qui regroupent plusieurs entreprises, parfois, elles doivent déposer effectivement des lettres de motivation qu'elles ne pourront pas personnaliser. Et comment faire à ce moment-là pour effectivement être le plus pertinent possible dans la partie générale de cette lettre-là. À ce moment-là, c'est peut-être de mettre en avant ses compétences, j'imagine, pour répondre au mieux Ouais, tout à fait. aux postes les plus nombreux. Ou alors essayer de généraliser, vraiment de prendre un vrai recul. En général, sur certains salons, on sait qu'il y a peut-être deux, trois secteurs d'activité industriels qui peuvent être représentés. Donc, pourquoi pas parler de ces secteurs-là en prenant le recul, pas forcément parler de l'entreprise, mais plus du secteur. Peut-être travailler dans le secteur industriel m'anime, voilà, depuis
tant d'années, pourquoi j'ai fait effectivement tant de stages, en termes de compétences soft skills, voilà les compétences que j'ai pu développer grâce à ça, et c'est ce qui va me permettre d'intégrer telle et telle entreprise dans ce grand secteur, voilà, qui est l'industrie. Moi, je dirais plutôt de généraliser dans ces cas-là avec plus un secteur d'activité et de faire effectivement une plus grosse partie peut-être sur les compétences que la personne pourra apporter aux entreprises. Merci. Alors, j'ai une autre question. Bonjour, étant à la recherche d'une alternance en master sans avoir eu une expérience en stage ou autre dans le domaine, sur quel point fort je devrais m'axer sur la lettre de motivation? Ça peut être sur les expériences passées qui peuvent être transversales en fait au futur métier choisi. Par exemple, dire bah voilà mon expérience sur tel secteur, sur tel domaine, dans tel métier me permettra sûrement ou peut-être d'envisager le poste sous cet angle-là. Enfin, je sais pas ce que Caroline, tu en penses. Ouais, effectivement, pour moi, c'est important de quand même pouvoir rester assez général. En fait, l'idée, c'est de se dire qu'est-ce que moi je peux apporter. C'est toujours pareil. En fait, moi, j'ai un petit peu de mal effectivement avec la lettre de motivation parce que il faut vraiment sortir du lot, quoi. Il faut vraiment se dire qu'est-ce que je peux apporter en termes de compétences humaines. J'ai appris ça et ça dans ma vie parce que voilà, hein, c'est pas les stages qui nous définissent non plus. Ça peut être, comme on le disait tout à l'heure, des jobs d'été, ce genre de choses qui m'ont donné envie. Ça peut être familial aussi, hein. On a beaucoup de personnes aussi qui nous disent, bah voilà, je prends exemple un petit peu sur mon père, sur voilà, ce genre de choses qui m'ont donné un goût prononcé pour le secteur naval, voilà, depuis toujours. Nous, on voit certaines lettres comme ça. Ça arrive. Ça va être plutôt peut-être une envie, une passion. Ou effectivement un soft skills qu'on a vu en cours ou qu'on a vu pendant un job d'été où on s'est dit bah voilà, moi, du coup, ça m'a un peu transformée. Voilà maintenant qui je suis et pourquoi aujourd'hui je m'oriente sur ça. Je dirais ça plutôt. Et ce qu'on peut faire aussi peut-être dans le cadre d'une reconversion, c'est de se renseigner peut-être auprès de personnes qui réalisent ce métier ou peut-être faire une immersion Oui. professionnelle. Et donc du coup, dans votre lettre de motivation, vous pourrez dire: «Bah, j'ai pu échanger avec une personne du métier qui m'a indiqué telle chose, telle compétence à avoir» et cetera. Ça montre que vous êtes, renseigné en fait sur le métier, donc ça peut apporter aussi une plus-value. Merci beaucoup. N'hésitez pas, on a encore du temps, donc pour poser vos questions, profitez-en d'avoir un échange privilégié. Alors ça arrive, ça arrive. J'ai des bonjours, donc j'attends la suite. Vraiment, c'est sans tabou, c'est le moment pour vous de poser toutes vos questions, même celles que vous n'oseriez pas poser Un en recruteur, entretien, puisque là, un recruteur, une recruteuse. ou recruteuse, exactement. Alors, on a une question de Marie-Pierre qui nous demande comment aborder les trous dans les CV. Alors, c'est très simple. Déjà, c'est pourquoi il y a un trou. Est-ce qu'il y a eu une expérience à l'étranger? Est-ce qu'il y a eu un Covid, hein, forcément, qui a empêché aussi pas mal de monde de trouver un emploi ou de finaliser un stage? C'est la raison, en fait, qui est importante. Et tant qu'on est cohérent, pour moi, il n'y a pas de... on va pas, c'est pas un motif de refus. On va pas se dire, effectivement, bah, si la personne a un trou dans son CV pendant 6 mois, effectivement, il faut savoir l'expliquer parce que c'est toujours important. Enfin, forcément, un recruteur pourra vous demander ce qui s'est passé pendant ces 6 mois, pourquoi vous n'avez pas effectivement repris un emploi de suite. Mais si ça s'explique et que c'est cohérent, il n'y a aucun souci. Enfin, en tout cas, de notre côté, vraiment aucun souci. Mais par contre, il faut prévoir une réponse à ce genre de choses. Ça, c'est sûr. Il faut se préparer à ce que ce soit une question qu'on puisse vous poser. Mais en général, on voit beaucoup de personnes qui nous disent bah, je suis partie à l'étranger. En fait, j'ai voulu prendre du temps pour moi après la fin de mes études. J'avais pas envie de me retrouver du travail tout de suite fin septembre, début octobre.
Donc, je me suis mis à rechercher au mois de janvier. Je suis partie à l'étranger. J'ai passé du temps en famille. J'ai rénové voilà, une moto. Enfin, c'est des choses en fait qu'on entend très souvent et qui sont vraiment, enfin, en tout cas de nos jours, depuis 2-3 ans maintenant, qui sont vraiment plus problématiques. Alors, effectivement, si vous avez arrêté de travailler pendant 8 ans, oui, alors c'est sûr, il faudra l'expliquer. Et je pense qu'il y a des très bonnes raisons en général. Mais ce n'est pas, c'est pas un motif de refus. Il faut juste savoir l'expliquer. Bonjour, par rapport à la mobilité, une candidate d'un autre continent qui postule à un poste en France peut adopter quelle stratégie pour augmenter ses chances d'être prise, puisque l'ambassade peut lui refuser le visa, donc l'entreprise peut se faire rétracter. Est-ce que vous voulez que je relise la question peut-être ou... Oui, peut-être. Par rapport à la mobilité, une candidate d'un autre continent qui postule à un poste en France peut adopter en gros, quelle stratégie peut-elle adopter pour augmenter ses chances d'être prise, puisque l'ambassade peut lui refuser le visa et donc l'entreprise peut se rétracter. Là, pour le coup, je pense que c'est un petit peu décorrélé de ce que l'entreprise peut faire. Je pense que là, pour le coup, on n'a vraiment pas de... Il n'y a pas quelque chose à faire en plus ou à faire en moins. Dans tous les cas, ça reste une candidate comme les autres. Et pour le coup, les choix de l'ambassade ou des gouvernements, là, pour le coup, l'entreprise, enfin, elle ne peut pas forcément trop interférer. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas forcément trop eu le cas de soucis comme ça. Mais j'imagine, en tout cas, que ce ne sera pas en faisant quelque chose auprès de l'entreprise en plus ou en moins qui pourra changer la décision d'un gouvernement, je pense. Effectivement. Bonjour, pour le poste dont on a toutes les compétences, comment se défendre dans la motivation? Moi, je pense que ce serait en mettant en avant votre personnalité, puisque on a peut-être plusieurs CV qui vont se ressembler pour un même poste, mais vous n'êtes pas toutes pareilles. Donc, c'est à ce moment-là que vous pouvez insuffler un petit peu votre personnalité, peut-être dans vos projets personnels ou dans les projets étudiants, et vous avez peut-être eu des sensibilités particulières. Donc, c'est ça que vous pouvez mettre en avant. Et après, c'est plutôt lors de l'entretien que tout va se jouer en fait pour vous démarquer. Et donc, la lettre de motivation, on le disait tout à l'heure, pour nous, à notre sens, elle n'est pas obligatoire, mais c'est peut-être là-dessus que vous avez votre carte à jouer pour vous différencier des autres. Si on a par exemple 10 lettres de motivation, on a toujours un petit peu la forme qu'on a l'habitude de lire partout et que la vôtre, elle se distingue, à ce moment-là, c'est là que vous allez pouvoir faire la différence. Tout à fait. Je rejoins Agnès. C'est très, très important de dire, alors soit sur la lettre de motivation, effectivement, si ça peut faire la différence. En tous les cas, ce qu'on regarde vraiment, c'est l'entretien. C'est comment la personne se comporte. Est-ce que la personne est renseignée sur l'entreprise? Est-ce que elle est intéressée? Est-ce qu'elle est curieuse? En fait, c'est vraiment ça qu'on va regarder. C'est votre personnalité et comment vous la mettez en avant en entretien. C'est ça. Merci. Bonjour, pensez-vous que le CV est à publier sur LinkedIn lorsque l'on est en recherche de stage? Ouais, pour moi, ça peut être une bonne chose. Aujourd'hui, LinkedIn, c'est un vrai outil de recrutement. On a quasiment tous des comptes LinkedIn Premium parce qu'aujourd'hui, ça fait vraiment la différence sur un marché qui est quand même assez tendu pour pouvoir effectivement être en relation avec plusieurs personnes et des personnes qui n'ont pas forcément mis leur CV sur des job boards classiques comme une Monster, Indeed ou la PEC. Donc, pensez LinkedIn. Pensez LinkedIn, c'est très important. C'est pareil, ça fonctionne sous forme de mots-clés, de hashtags, et c'est comme ça qu'on pourra vous trouver. Et puis, plus on a un réseau conséquent, plus vous aurez de chances que des recruteurs ou des recruteuses tombent sur votre poste et votre CV. Donc, n'hésitez pas, tout à fait. Par contre, sur LinkedIn, quand vous mettez votre CV en ligne, par contre, pensez à vos coordonnées, en fait, préservez-les. Par exemple, vous pouvez dire aux personnes de vous contacter directement par message ou de mettre sur votre post le fait qu'elles soient intéressées, qu'elles veuillent rentrer en échange avec vous, mais ne mettez pas votre numéro de téléphone sur LinkedIn. Malheureusement, il y a des fois des personnes qui ne les utilisent pas forcément à bon escient, donc ne mettez pas vos coordonnées personnelles sur votre CV lorsque vous le diffusez sur LinkedIn. Vous pouvez mettre votre adresse mail, mais votre numéro de téléphone, c'est peut-être quelque chose que je déconseillerais pour ma part. Merci. Alors, j'ai une précision, en fait, comment aborder par rapport à la question, comment aborder les trous dans les CV. Effectivement, quand il s'agit d'un problème de compatibilité avec le N+1, situation de harcèlement moral. Donc, ce serait vraiment une situation qui serait plus personnelle. Comment justifier ça ou comment le remanier dans le cadre professionnel?
Alors, c'est pareil, je peux comprendre que ce soit des sujets qui semblent un petit peu tabous, où on peut se dire, bah, le prochain recruteur va se dire que je m'entendais pas bien avec mon manager, donc je peux être un problème pour une entreprise dans mon intégration. C'est des choses qu'on rencontre malheureusement, hein, forcément. Par contre, je suis d'accord dans le fait que c'est totalement légitime d'en parler, en fait. Comme tout autre sujet, même si celui-ci est un petit peu plus grave et un petit peu plus compliqué à expliquer, le recruteur comprendra très bien si effectivement vous êtes totalement transparente. En général, nous, on fait des demandes en plus de références. Donc, c'est d'autant plus important de nous le dire dès les premiers échanges, dès les premiers entretiens, qu'il y a effectivement des problèmes avec l'entreprise. On comprendra que la prise de référence sera peut-être un petit peu plus compliquée, qu'on ne la prendra pas et qu'on prendra peut-être une prise de référence antérieure sur une autre entreprise et qui s'avérera être très bonne. Et on comprendra qu'effectivement, le conflit était sur cette entreprise-là. C'est des choses qui arrivent, ça définit pas qui vous êtes. Le prochain recruteur n'est pas les personnes aussi pour vous juger, n'a pas été là, n'a pas les tenants aboutissants. Alors, je vous conseille pas de rentrer dans tous les détails, ça ne concerne personne. Par contre, soyez transparent et honnête en disant qu'effectivement, il y a eu des différends avec cette entreprise. Vous avez décidé de la quitter, voilà pour telle raison, et voilà pourquoi aujourd'hui il y a un trou dans ce CV, quoi. Voilà. Pour moi, ça s'explique dans tous les cas. Merci. Une question de Marine. La couleur est-elle importante pour la lettre de motivation comme pour le CV? Alors, je pense que pour la lettre de motivation, pas forcément. Après, ça peut être mettre des éléments en gras peut-être pour ressortir un peu les éléments importants. Sur le CV, c'est un petit peu subjectif. Par exemple, si vous faites un CV vert, on vous en voudra pas. Si vous faites un CV bleu, on vous en voudra pas. Le tout, c'est que ce soit que la couleur, par exemple, si vous mettez de la couleur, que ça nous aide peut-être à faciliter la lecture, peut-être mettre certains éléments un peu en relief. C'est plutôt d'avoir du relief sur le CV qui va nous aider plus que de savoir si c'est du bleu, du vert, du jaune, etc. Ce qui nous arrive d'avoir des CV qui sont, on va dire, en termes de comment dire? En termes de couleurs ou en termes de graphisme qui sont pas forcément très très jolis, mais finalement derrière il y a des candidatures qui sont très intéressantes, donc on s'arrête pas forcément que à ça. À partir du moment où la lecture est facilitée pour nous, c'est plutôt le principal. N'hésitez pas encore à poser des questions. Nous avons quelques minutes, ça arrive. Alors bonjour, je suis en recherche de stage de fin d'études, actuellement pour le mois de juin. Étant donné que j'ai déjà 2 années d'expérience dans un autre pays, que me conseillez-vous pour pouvoir me démarquer et décrocher un stage en améliorant mon CV et surtout ma lettre de motivation? Pour moi, c'est comme Je vous la relis. toute candidate, Oui, ça va. l'idée, c'est de pouvoir mettre en avant vos expériences, vos stages, en fait, tout simplement. Qu'est-ce que vous avez appris dans vos stages en termes de compétences techniques, de soft skills, les mettre en avant sur le CV et la lettre de motivation. Et aucun problème ensuite pour trouver le stage de fin d'études, je pense. Et là, vous avez le forum réseau carrière qui est affiché en gros, je pense. Voilà. Alors, est-ce que vous allez s'inscrire au forum en haut? On a des merci. Y a-t-il d'autres questions? Alors, une autre question. Comment choisir le titre du CV sur les plateformes de recrutement si on a un profil polyvalent? Ingénieur généraliste. Ça, c'est les choses qu'on voit le plus. C'est ingénieur généraliste. Sinon, choisissez, vous avez fait une école, du coup, forcément, peut-être aussi polyvalente, hein, sur du génie industriel, ce genre de choses. Génie énergétique, c'est quand même des choses qui sont assez larges. Mettez-le. Ingénieur, génie industriel et ingénieur généraliste, c'est les choses qu'on voit, nous, le plus. Voilà. Ou alors, si vous avez un profil polyvalent, mais que vous avez quand même peut-être une préférence sur un secteur donné ou un poste donné, ben, mettez ce poste-là en titre de CV, puisque nous, quand on va faire nos recherches, on va mettre on va mettre le nom du poste pour lequel on recrute. Donc, votre profil ressortira si notre entreprise convient à ce que vous recherchez. Donnez-moi si vous faites votre mail, je vais faire verser le poste. Le terme reconversion ne fait-il pas trop peur dans le titre réorientation ou en réflexion, est-ce mieux?
Je pense que reconversion, ça convient tout à fait. En fait, il y a pas de souci à ce niveau-là. Et puis, de toute façon, même si on a un titre, quand on va lire votre CV, on va comprendre que c'est une reconversion. Donc, à mon sens, le terme, c'est pas ce qui est le plus important finalement lorsqu'on est en reconversion. Reconversion convient parfaitement. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions, d'autres réactions peut-être? Oui, bien sûr, j'ai mis en ligne depuis ce matin. Pour le moment, je ne vois pas d'autres questions. Et si vous souhaitez, allez aussi sur la chaîne YouTube. Profitez-en, il vous reste 10 minutes. Alors, ça arrive. Pour une candidature spontanée, quel intitulé mettre sur le CV pour une alternance, en évitant de se restreindre des différents postes que l'entreprise peut proposer? Je dirais, alors il y a le titre et on en a parlé un petit peu en dessous. Il peut y avoir un résumé en fait de ce qu'on recherche. Alors, ça ne doit pas prendre 10 lignes, hein. Ça doit faire 3 à 4 lignes sur le CV. Donc, on peut mettre effectivement peut-être en titre le titre peut-être de la formation obtenue. Donc, par exemple, si c'est une alternance pour devenir ingénieur en mécanique, mettre effectivement ingénieur mécanique en haut. Et en dessous, je suis à la recherche d'une alternance de 12 ou de 24 mois dans le secteur industriel, dans le secteur aéronautique, peu importe. Et puis, pourquoi pas mettre le rythme aussi? C'est des choses qu'on a vues rapidement, hein. Ça peut être à gauche ou à droite du CV. Un rythme, 3 semaines, une semaine, ce genre de choses. Pour moi, ce serait ça et ça reste quand même assez large. Et pour le coup, on ne met pas dans une case ou dans une autre. Ensuite, à vous d'expliquer que vous êtes ouvert aussi. Vous êtes ouvert à différents postes, quoi. Puis vous le verrez bien aussi, hein, vous avez, quand vous échangerez avec l'entreprise, si elle vous contacte et qu'elle vous dit, bah, nous, on recherche quelqu'un en alternance, mais pour faire ce type de poste-là, bah, déclinez si c'est pas forcément quelque chose qui colle avec vos aspirations. Alors, on n'a pas entendu la question. Je viens de me rendre compte que mon micro était coupé. Quand on a un parcours long, 25 ans, quelles sont les informations à sélectionner pour renseigner le parcours pro? Je pense qu'il faut sélectionner peut-être les expériences qui ont le plus un rapport avec le poste que vous visez. Conserver uniquement si par exemple il y a des expériences qui sont peut-être, très éloignées du poste, enlevez-les de votre CV et conservez vraiment ce qui peut être utile pour le poste que vous visez. Il nous reste quelques minutes. N'hésitez surtout pas. Moi, j'en ai une. Êtes-vous sensible, par exemple, à ce qu'on remercie après un entretien? Par mail, c'est ça? Exactement. Oui. Oui, tout à fait. Ça fait toujours la différence, sachant que c'est vraiment pas. Je pense que c'est à peine 5% des candidats qui nous remercient, donc ça fait vraiment la différence. Quelqu'un qui dit, bah voilà, merci pour les échanges, j'ai bien apprécié, je vous réitère ma motivation. C'est peut-être un petit peu classique, mais pour moi, ça fait vraiment la différence. Je partage l'avis de Caroline. Effectivement, ça peut faire la différence et c'est vrai que c'est peu courant. Alors, pour le compte entreprise,
Est-ce qu'il y a des petits conseils là sur les dernières minutes qui nous restent que vous pourriez donner aux candidates pour cet après-midi qui sont peut-être préparées à passer des entretiens one-to-one? Alors, peut-être un conseil que je pourrais donner, c'est vraiment d'être authentique. Ça nous arrive de fois de faire passer des entretiens, on se rend compte que la personne, elle est pas authentique, elle nous dit plutôt ce qu'on aimerait entendre ou ce qu'elle pense qu'on aimerait entendre, alors que finalement, le fait de se montrer tel qu'on est, c'est peut-être ce qui vous permettra de vous démarquer au mieux et de nous rendre compte que c'est vraiment, votre profil qui correspond à notre entreprise. En étant candidate, ça m'est arrivé, alors bien sûr, au début, on ne sait pas trop comment faire, donc on essaie de s'adapter un petit peu à l'entreprise. Mais j'ai passé d'autres entretiens où j'ai vraiment montré ce que je voulais faire et ce que je ne voulais surtout pas faire. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis dans l'entreprise dans laquelle je suis parce que je leur ai dit: «Ben voilà, ça ne me convient pas, ça me convient» et finalement le match s'est bien fait et je pense que c'est une entreprise dans laquelle, je pourrais rester un certain moment. Alors que si j'avais peut-être arrondi les angles, ça aurait pu être différent. Tout à fait, je rejoins Agnès, restez vous-même parce que si un jour effectivement vous rejoignez cette entreprise, ils vont vite découvrir que ce que vous avez dit en entretien, c'est pas forcément la réalité de ce qui se passe. Donc restez vous-même, n'ayez pas peur de se dire bah voilà, là c'est un gros point noir, là ça va très mal se passer si je dis ça. Non, en fait, vous êtes des candidates, vous avez toute une carte à jouer, vous avez toutes des choses qui sont très intéressantes sur le CV et puis dans votre parcours, qu'il soit professionnel ou personnel, à mettre en avant. Restez vraiment vous-même, c'est quelque chose qui est très important, qui peut vraiment faire la différence. Et également, important aussi de se renseigner sur les entreprises avec qui vous allez échanger. Si en fait on voit que vous avez sélectionné les entreprises un peu par hasard, ça peut être compliqué, on se sent pas non plus, on se sent pas comme un plan A, quoi, voilà. Et ça c'est important pour les recruteurs de se dire que la personne s'est aussi un petit peu renseignée et qu'elle a des questions à poser à l'entreprise. On a une dernière question, peut-être pas, mais en tout cas, on en a une nouvelle. Quelle perception avez-vous des candidatures de seniors? Alors, enfin, la perception, elle n'est pas forcément particulière par rapport à des profils, on va dire, plus juniors. Dans notre entreprise, on recrute aussi bien des profils, confirmés, très confirmés même, et des profils, vraiment sortis d'école. Donc j'ai pas de perception particulière par rapport au profil senior. Non plus. Et alors, pour le compte entreprise, le compte CMM et donc vous connectez avec le structure de leur compte. Alors, est-ce que je regarde s'il y a encore quelques questions? Alors, sur votre... Non, écoutez, je pense que on a des merci. Merci à toutes. Merci. Merci. Les premières personnes qui s'est déclarée. Merci pour vos présentations très claires et vos réponses. Belle journée à vous. Merci, des merci. Ça pleut de merci. Merci à vous. Merci. Très bonne journée. Merci à toutes. Voilà, toutes les candidates vous remercient sincèrement. Super. Merci à vous, mesdames, de vous être connectées, d'avoir assisté de bon matin à cette très belle réunion. Merci beaucoup pour vos réponses. Bonne journée. Merci, merci. Et donc pour Merci. terminer aussi, si jamais vous avez besoin de conseils un peu plus personnalisés, sur votre CV, votre lettre de motivation, on vous a indiqué nos adresses mail, vous pouvez nous contacter dessus ou sinon directement via LinkedIn si vous êtes utilisatrice de LinkedIn. Il ne faut vraiment pas hésiter, ça peut vous aider peut-être dans vos recherches de stage, d'alternance ou de premier emploi. Merci à vous, mesdames. C'est super. Merci Merci pour à votre vous. disponibilité, merci pour votre temps et à très vite. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.